Je ne vais pas vous faire un petit discours, ça va être très très court. Pour moi également, donc au nom de l'assistance publique, d'une part vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue ce soir, remercier l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet après-midi et de cette soirée, puisque nous allons poursuivre avec une projection et un débat avec le professeur Sicard autour d'un film qui sera projeté aux Variétés, un film d'Alain Cavalier, Être vivant et le savoir. Et donc un très grand merci à l'ensemble des organisateurs à la fois de cette fin d'après-midi et de cette soirée. Et puis un immense merci au professeur Didier Sicard d'avoir accepté cette invitation. On a le plaisir avec le professeur Sicard de se retrouver assez régulièrement depuis quelques années, un samedi matin par trimestre à peu près, autour du cinéma et autour de projections pour discuter sur les enjeux d'éthique et de médecine. Et donc un immense merci à vous, professeur Sicard, d'avoir accepté cette invitation. Et à mon tour de passer la parole au professeur Lecause. Encore une fois, une très belle soirée et merci beaucoup à toutes et tous. Merci, monsieur le directeur. Et bonsoir à tous. Donc, Pierre Lecause, je suis professeur de philosophie à la faculté de médecine de Marseille et j'ai le plaisir de dire quelques mots d'introduction à propos du professeur Sicard. Le professeur Sicard, il a été un très grand président du Comité consultatif national d'éthique, respecté unanimement par toutes les spécialités, les médecins, les juristes, les philosophes. Il a été également rapporteur d'un rapport très important sur la fin de vie à la demande du président de la République en 2012, rapport sur la fin de vie qui a préfiguré la loi de 2016, la loi Claes-Leonetti, notamment en préconisant le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais pour dire quelques mots d'introduction du professeur Sicard, je voudrais rappeler qu'avant toute chose, il a été et il reste un clinicien, un médecin interniste. Et la médecine interniste, c'est la médecine de la complexité. C'est la médecine des maladies qui sont faciles à identifier, autour desquelles règne beaucoup d'incertitudes. Et cette complexité et ce sens de la clinique est vraiment la marque de fabrique de l'éthique de Didier Sicard. Et je l'ai retrouvé très rapidement au Comité national d'éthique quand j'ai eu la chance de pouvoir y participer sous sa présidence. Alors comme ce sont les anecdotes, les histoires qui sont les plus révélatrices des personnalités, j'ai choisi de vous dire quelques mots du moment où je suis arrivé au Comité national d'éthique, sous la présidence de Didier Sicard, qui était là depuis 4 ou 5 ans, et le Comité national d'éthique devait réfléchir à l'opportunité de réaliser une première allotransplantation de tissu composite de la face, en résumé, la première greffe du visage. Alors là, j'ai appris vraiment ce qu'était l'éthique. Parce que moi, arrivant au Comité national d'éthique, j'étais assez fasciné par cette prouesse extraordinaire. Parce que les dons d'organes, les transplantations d'organes, déjà, c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant, tout à fait extraordinaire. Mais alors, greffer le visage d'un mort sur un vivant, là, on était quand même dans une médecine sensationnaliste. Et ce que le président Sicard nous a appris, c'est que justement, quand il y a de la fascination, c'est là qu'il faut être extrêmement prudent. Parce que la fascination, elle n'est pas compatible avec l'exercice du jugement, elle n'est pas compatible avec le discernement. Et l'avis du Comité national d'éthique en 2004 sur cette question de la greffe du visage était un avis qui a déçu les chirurgiens parce qu'il recommandait de s'en tenir à une greffe partielle, le triangle bouche, nez, menton, et il envoyait quand même quelques petits messages très sicardiens en disant attention à la médecine éblouissante, la médecine high-tech, la médecine de pointe, qui nous en met plein la vue. Parce que cette médecine-là, elle va attirer les médias. Et Didier Sicard écrira un livre intéressant qui s'appelle « L'alibi éthique ».
L'alibi éthique, ça veut dire que je me sers d'un argument éthique compassionnel pour attirer la lumière des médias sur moi. Parce que si vous faites un avis sur la greffe du visage, forcément, ça va intéresser Paris Match, ça va intéresser les animations de divertissement, les journalistes. Et ça, Didier Sicard, très vite, m'a déniaisé. Et ça m'a beaucoup servi, et je voudrais lui rendre hommage ici publiquement, parce que dans mes cours à la faculté de médecine, j'ai compris que pour les étudiants, c'était trop facile d'utiliser des histoires sensationnelles. Mais l'éthique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du divertissement. L'éthique, ce n'est pas un spectacle. L'éthique, c'est d'abord la clinique, et il y a une problématique qui a été très mise en avant pendant toute la durée du mandat de Didier Sicard, c'était le dépistage. Ça, le dépistage, ça n'intéresse pas tellement les médias, mais ça concerne des centaines de milliers de personnes. Dépistage du cancer, dépistage de la maladie d'Alzheimer, dépistage, vous vous en rappelez Didier Sicard, des troubles du comportement, pas de zéro de conduite, le dépistage avant la naissance, 700 000 femmes enceintes avec les outils du dépistage prénatal, dépistage en néonatologie. Donc ça, là, on est vraiment dans des problématiques qui, pour le coup, sont vraiment inquiétantes, même si elles ne sont pas, sur le plan sensationnel, très captivantes. Voilà, je voulais dire encore un grand merci à Didier Sicard, parce qu'il nous apprend que l'éthique, ce n'est pas un alibi, ce n'est pas un divertissement, c'est ce qui concerne des problèmes de santé publique. Et encore une fois, un grand merci à Didier Sicard pour la conférence dont il va nous gratifier et qui fait honneur à la réflexion éthique. Merci Pierre Lecause, merci François Crémieux pour cette invitation. C'est un sujet que je n'ai jamais traité, mais j'y ai réfléchi et je me suis dit qu'on pouvait échafauder quelques hypothèses. La chance a voulu que je sois arrivé à un âge où je peux regarder en arrière et se projeter en avant. Il y a plus de 60 ans, j'étais un jeune interne en médecine et j'aurais jamais pu imaginer ce que la médecine pouvait être 60 ans après, en 2023. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait des IRM, je ne pouvais pas imaginer que les gènes allaient pouvoir être identifiés. Au fond, j'étais beaucoup plus proche du 19e siècle que du 21e. Et donc faire l'hypothèse que sera la médecine en 2083, non seulement est hasardeux, mais probablement impossible, et ce serait prétentieux de dire, parce que je crois qu'au fond, nous sommes figés dans le présent, et nous nous projetons sans arrêt dans un futur qui part du présent. Par exemple, il n'est pas impossible que dans 30 ans, les téléphones portables que nous avons dans nos poches disparaissent et que nos arrière-petits-enfants se disent « mais vous étiez embarrassés par cet appareil » parce qu'il y aura des puces derrière l'oreille qui se seront substituées au téléphone portable. Et j'ai toujours été frappé, par exemple, dans les livres de Jules Verne, comment Jules Verne projetait des voyages astronomiques dans la Lune avec des personnages en robe longue et en haute forme. C'est-à-dire que pour lui, l'habit du 19e siècle était un habit éternel, et on voit très bien que cet habit, bien sûr, était figé dans un présent relativement étroit. Alors, je pense qu'il y a, avant de se projeter dans le futur, il y a des évolutions irréversibles de la médecine. Et la première irréversibilité, c'est le fait que la médecine a transféré le corps incarné, notre corps, sur des images et sur des chiffres. Autrement dit, le corps a disparu de la médecine. J'avais écrit un livre en 2002 qui s'appelait « La médecine sans le corps », mais la situation s'est aggravée depuis, dans la mesure où ce qui est important, c'est l'image du corps, ce sont les chiffres qui en parlent, et non pas le corps incarné. Et j'en veux pour preuve, j'avais fait en 1985 un film qui s'appelait « Un examen clinique » sur une personne qui était allongée.
Et j'examinais cette personne qui n'avait pas de symptômes particuliers, faire un examen clinique en environ 12 minutes. Et ce film passait dans la totalité des universités françaises. Et maintenant, ce film est considéré comme désuet, interdit même, parce que le personnage était nu, et que c'est considéré comme une provocation. Le corps est devenu l'absent de la médecine, ce qui est quand même très étrange dans la mesure où pendant 2000 ans, le corps a été l'objet de la médecine. L'objet de la médecine, c'est l'image du corps et les chiffres. Et cela aboutit au fait que nous, malades, car je me place aussi comme n'importe quel être humain, malade potentiel ou malade futur, que certains, eh bien, ce futur fait que nous avons intégré le fait que le corps est transféré sur l'image et sur les chiffres pour penser notre corps à partir des images. Autrement dit, les scanners cérébraux que l'on voit dans les journaux, les IRM du corps, de la colonne vertébrale, finissent par se substituer, au fond, à l'anatomie que l'on pouvait percevoir. Et les étudiants ne font plus d'études d'anatomie. Dans ma jeunesse, on commençait l'automédecine en travaillant sur le corps réel. La médecine commençait le matin par l'autopsie. On allait en faculté de médecine, on autopsiait des corps. Au fond, le corps était une incarnation réelle. Maintenant, il n'y a plus l'autopsie, uniquement médico-légale, et il n'y a plus au fond, un médecin pourra terminer ses études de médecine sans avoir examiné une seule fois un corps, et même, encore plus étrange, sans avoir vu une seule fois un mort. C'est-à-dire que la médecine est devenue climatisée. Elle est devenue une sorte d'étrangeté par rapport au corps lui-même. Et donc les malades, quand ils parlent de leur corps, parlent de mon scanner, j'ai mal à mon scanner, j'ai mal à la tête, mon scanner montre qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y a rien. J'ai mal au ventre, qu'est-ce que dit l'échographie? Et donc on voit que ce transfert et cette intégration de ce transfert dans l'imaginaire collectif est irréversible. Autre irréversibilité, c'est la disparition du médecin généraliste. Les médecins généralistes sont des grands médecins dans l'ensemble. Mais malheureusement, la médecine fait que leur jugement est amputé par le fait qu'on n'a plus confiance dans la main d'un médecin généraliste parce qu'il y a derrière l'échographie. Et que ce qui est très étrange aussi, c'est que les médecins généralistes ont manqué, à mon avis, ce passage, parce qu'avec un téléphone portable, pour 300 €, on peut avoir un petit appareil échographique, et la main du médecin généraliste aurait pu s'accompagner d'une échographie du poumon, du cœur, des articulations. Et je n'ai pas compris pourquoi, au fond, les médecins généralistes ont renoncé à utiliser des éléments d'imagerie sommaire pour compléter leur examen clinique, ce qui leur aurait permis de garder, au fond, un rapport au corps beaucoup plus précis. Donc cette disparition de médecins généralistes, elle est vouée. Bon, bien sûr, il y en aura toujours, mais à partir du moment où la conséquence, c'est que le malade se considère comme... il veut avoir des images, il veut avoir des chiffres, d'où l'encombrement des urgences. Quand un hôpital dit on sombre devant la quantité de malades qui arrivent aux urgences, mais c'est normal, parce qu'on a mal à la tête, on a mal au ventre, on se dit, un médecin généraliste, il ne sera pas là, il est absent dans notre petit village, il n'y en a plus depuis 5 ans, il faut aller dans la ville, autant aller directement à l'hôpital. À l'hôpital, j'aurai un scanner, si c'est nécessaire, j'aurai des examens de sang et je serai rassuré ou je serai inquiet. À partir du moment où la médecine est devenue totalement technique et plus jamais clinique, eh bien, l'hôpital est devenu, au fond, le centre même de ce que peut être une activité médicale. Et cette confiscation hospitalière a des conséquences, parce que, au fond, les gens attendent, les personnes attendent, et en même temps, au fond, il y a une discrimination. On dit que la médecine en France est un des seuls pays au monde où la médecine est gratuite, mais une gratuité qui n'a pas d'accès, c'est une drôle de gratuité, et on peut voir que l'aggravation, au fond, si on n'a pas des relations, si on ne connaît pas un étudiant en médecine, un médecin hospitalier qui vous permet de passer éventuellement, bien, on risque d'attendre plusieurs heures et éventuellement d'en tirer des conséquences négatives. Et donc, je pense que ce transfert de la clinique, dont effectivement j'étais un artisan au sens
potier du terme, où le corps me donnait des informations sur les maladies d'une richesse extraordinaire. Mais bien sûr, complétée par la médecine contemporaine, et qui, bien sûr, on ne va pas la critiquer dans la mesure où elle fait des diagnostics qui auraient été absolument impossibles il y a 40 ou 50 ans. Donc le problème, ce n'est pas de remettre en question l'apport technologique, simplement c'est le caractère substitutif de cette technologie qui pose problème. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences beaucoup plus graves qu'on ne le croit. Parce que le complet technologique finit par écarter. Écarter quoi? Écarter la médecine scolaire. Médecine scolaire, elle n'a rien à faire de la technologie. La médecine universitaire, on l'a vu pendant le Covid, elle n'a rien à faire. La protection maternelle infantile. Quand j'étais un jeune étudiant en médecine, dans chaque quartier, il y avait une protection maternelle et infantile qui fait que toute mère qui avait accouché, obligatoirement dans les 3 mois, et parce qu'un enfant, la première année, continue au fond la grossesse dans son développement. C'est-à-dire qu'il était 100% des enfants étaient pris en charge par la PMI. Et à partir du moment où les familles monoparentales actuellement font, quelquefois les mères sont perdues, les protections maternelles infantiles n'ont pas disparu, mais elles ont perdu pignon sur rue parce qu'elles n'ont pas de capacité technologique intéressante pour l'enfant. Des intérêts pour la prévention contre l'alcool. Un des pays les plus alcoolisés au monde, la médecine est devenue indifférente. Le tabac, médecine indifférente. Elle pourrait avoir un rôle défenseur. Nous sommes encore un des rares pays où les élèves en 6e, 5e et 4e écrasent leurs cigarettes devant l'entrée du collège, alors que beaucoup de pays interdisent la consommation de tabac devant un lycée. Les substances addictives, les drogues, renoncer, c'est à la loi, c'est à la police. Mais la médecine n'a plus aucun intérêt. Au fond, cette déperdition liée à l'usage de la technologie, comme le disait un peu Pierre Lecause, on finit par se centrer uniquement sur des pathologies aiguës, des pathologies signifiantes, des pathologies spectaculaires, et qui finissent par, au fond, ignorer et se débarrasser de ce continent gigantesque qui est, au fond, le rapport au corps, que ce soit l'alcool, le tabac, les substances addictives. Les violences faites aux femmes, la médecine est relativement peu considérée. Les violences sexuelles faites aux enfants, où les médecins sont relativement peu intéressés. Donc tout cet aspect général au fond, de l'abandon de ce qu'était une médecine humaine dans son sens, comment je protège le travailleur, comment je protège le petit enfant qui vient de naître, comment je protège le toxicomane au lieu de le confier à la police, comment je protège le sujet alcoolique, comment je protège l'enfant un peu perdu à l'école, comment je protège l'étudiant dans son université. La médecine considère que ce n'est pas de son rôle. Son rôle, c'est le scanner, l'IRM et la biologie et le génome. Et donc, si on voit un côté anthropologique qui m'a toujours intéressé, c'est que en français, on a un seul mot, le corps. En langue allemande, il y a 2 mots pour le corps. Il y a le mot Körper, qui est le corps médicalisé, le corps à l'hôpital, le corps malade, le corps dans son expression morbide. Et puis le Leib. Le Leib, c'est le corps dans son émotion, dans la vie, dans ce qu'il a, la relation aux autres. Et c'est un corps, mais c'est le corps de l'autre, non pas le corps médical, mais le corps incarné au sens vivant du terme. Et les Grecs ont 2 mots aussi, bios pour le mot Körper, et puis le zoé pour le mot Leib. Et je vous donnerai 2 exemples qui permettent de comprendre un peu pourquoi cette richesse de 2 mots, au fond, nous empêche, nous, avec notre seul mot corps, de penser un peu plus loin que le corps. Les exemples, c'est les EHPAD. Pendant la pandémie de Covid, j'ai été bouleversé, comme beaucoup d'entre vous probablement, par le fait que les personnes âgées sont mortes dans un dénuement total, un isolement de leur famille, et ont quitté cette terre dans une indifférence pour les protéger, leur Körper. Mais le Leib, au sens leur vie, n'avait plus aucun intérêt. Et donc, quand un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère disparaît,
quel est son dernier bonheur? C'est de pouvoir parler, de pouvoir être touché par la main de ses arrière-petits-enfants, d'avoir un dernier message. Et la cruauté, de fond, d'avoir donné toute la médecine au corps et rien au live, m'a paru extraordinairement grave. La même chose, c'est toujours pendant l'épidémie de Covid, qui a été, à mon avis, une pandémie à laquelle je suis très reconnaissant parce qu'elle a eu deux intérêts. Cette pandémie, elle a montré l'humilité de la médecine, qui découvre qu'elle est impuissante, en dehors des respirateurs, monsieur de la médecine mécanique. Et puis, elle a découvert aussi que, au fond, quand la médecine est inefficace, elle abandonne. Cette épidémie de Covid, elle a tué 2-3% de personnes, on a sauvé un très grand nombre, mais il y a à peu près 10-15% des personnes, jeunes, vieux, qui ont eu ce qu'on appelle un Covid long, c'est-à-dire des symptômes mal identifiés, vertiges, maux de tête, fatigue, douleurs partout, insomnie, perte du sentiment du travail. Eh bien, ce Covid long a rendu les médecins indifférents. Ils ne pouvaient rien faire. Donc, passez votre chemin, vous ne m'intéressez pas. J'étais très bouleversé par le fait que la médecine a considéré qu'à partir du moment où cette maladie n'avait pas de marqueur d'image et de marqueur de chiffres, eh bien, elle n'intéressait pas le corps médical. Alors, il y a quelques espaces encore où la médecine clinique a un sens, mais elle est dans des zones un petit peu méprisées, comme par exemple les permanences d'action sanitaire réservées aux sujets étrangers, migrants, sans papier, et qui sont eux, et c'est le paradoxe quand ils arrivent, très bien soignés, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'argent pour leur donner des examens biologiques, les médecins les interrogent, s'intéressent à eux dans leur parcours, et au fond, leur narration même de leur vie a un accueil. De la même façon, les services de soins palliatifs, dont un grand nombre de départements manquent, et ce sont encore des services où, à la fin de la vie, les personnels médicaux et infirmiers sont très attentifs aux petits détails de la nourriture, du drap qui est un peu mouillé, de l'insomnie, de la présence, et non pas du travail à la chaîne comme dans le Fordisme où il faut 12 minutes pour faire une toilette, mais le malade, il est accueilli dans sa singularité. Mais alors, faut-il avoir à mourir, au fond, pour retrouver le sens clinique? C'est une question que l'on peut poser, comme certains services de gériatrie remarquables, d'autres beaucoup moins, mais qui considèrent encore qu'une personne âgée, elle n'a pas forcément, ce n'est pas du gibier de scanner ou de biologie, c'est une personne que l'on doit écouter, entendre, même si elle a des troubles cognitifs comme un Alzheimer. Au fond, si j'avais à conclure cette première partie d'irréversibilité, je dirais, et c'est un grand paradoxe, c'est que le soin, au sens care du terme, disparaît en raison de la technologie. Ce n'est pas la technologie qui est méchante, qui est inhumaine, c'est que ce qui est important pour la médecine, c'est qu'elle soit évaluable. Car pour être économiquement rentable, il faut qu'elle soit évaluée. Et pour être évaluée, il faut qu'il y ait des marqueurs. Or, le soin n'a pas de marqueurs. Parler à une personne dans son lit qui est angoissée, s'asseoir à côté pendant un quart d'heure, 20 minutes, lui prendre la main, n'a pas de capacité d'évaluation qui serait financiarisée. Autrement dit, un hôpital qui verrait des médecins qui seraient attentifs aux singularités du destin de chaque malade serait en perdition. Un hôpital doit avoir un budget qui est centré sur l'évaluation de ce qui est coûteux, rentable ou malheureusement inutilement coûteux et donc non rentable et qui obligerait les agences régionales de santé à couper. Et moi, je plains actuellement les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'ARS et le directeur de la PHM de Marseille pour, au fond, comment arriver à maintenir une médecine humaine dans la mesure où les seuls marqueurs qui permettent une évaluation financière sont des marqueurs étrangers aux soins. Alors, le futur. Le futur, je crois que si j'avais à faire quelques hypothèses, je pensais premièrement qu'il y a un écart
considérable entre les progrès de la connaissance et les progrès adaptés, les progrès qui prennent en compte le soin. Au fond, par exemple, je suis frappé de voir qu'il n'y a pas un jour sans que les IRM fonctionnels du cerveau ne nous donnent pas des informations sur le fait qu'un enfant maîtrisera 2 langues avant 4 ans, et le cerveau pourra le montrer, que notre conception de la vie, les neurones ont un fonctionnement discontinu, alors que l'on pense que la pensée est continue. En fait, la pensée, c'est comme le cinéma, et alors que cela fonctionne comme des photographies les unes à côté des autres. Autrement dit, les progrès de la connaissance nous stupéfient, mais leur application finit par être beaucoup plus prudente et mesurée qu'on ne l'imagine. Parce que, et c'est là où, à partir du moment où la médecine est devenue un aspect économique majeur, je voyais il y a quelques jours qu'un médicament contre l'obésité, développé par un laboratoire hollandais, je crois, ou suédois, a en quelques semaines apporté un gain qui est en Europe la plus grande potentialité financière, dépassant Vuitton. Un médicament contre l'obésité, qui va probablement arriver en France dans les quelques mois, qui est une révolution spectaculaire, mais immédiatement on peut imaginer que le marché se précipite sur cette promesse de traitement contre l'obésité. Au fond, l'argent a fini par capturer la recherche. Et je pense que ce n'est pas indifférent au fait qu'on est passé d'une vraie recherche fondamentale à la Pasteur. C'est-à-dire, au fond, l'argent, il est second, l'argent, il est nécessaire pour faire la recherche, mais Pasteur ne cherchait pas à se construire des châteaux et d'avoir des voitures splendides à partir de la médecine. Il travaillait sur la recherche au sens fondamental du terme. Eh bien, cette recherche actuellement, elle est beaucoup plus préoccupée par l'innovation. Il faut toujours aller au-devant des désirs des personnes. Alors, c'est une recherche qui va favoriser le bien-être. Alors, on va avoir des médicaments anxiolytiques, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une sorte de passage de la recherche fondamentale qui a à peu près disparu à une innovation permanente, comme si, un peu comme dans les voitures automobiles, la voiture électrique a été un changement, mais maintenant, on va simplement modifier un peu la courbure des ailes ou des phares. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer un futur, et ce qui sera un futur ascensionnel. La médecine, elle est un peu comme une courbe économique, elle est comme ça. Elle a un peu comme le parcours d'un dauphin. Quand j'étais jeune interne, moi j'appartiens à la période glorieuse des antibiotiques. C'était fabuleux. Les malades qui mouraient à 100% guérissaient à 100%. Et entre les années 60 et 75, il n'y avait pas de semaine sur laquelle on ne trouve pas un nouvel antibiotique. Depuis 30 ans, il n'y a pas un nouvel antibiotique. Donc on s'aperçoit qu'il y a des moments où la médecine fait un progrès, puis elle s'arrête. La chimiothérapie, qui a succédé au progrès de l'antibiothérapie, lui aussi a eu des succès fabuleux qui ont commencé dans les années 90, 2000, 2010, avec des résultats spectaculaires, moins spectaculaires que pour les maladies infectieuses, mais c'était tout de même un moment où on avait l'impression d'une médecine glorieuse qui allait tout traiter et que le cancer était désormais une maladie passée. De la même façon que je me souviens très bien que m'orientant vers les maladies infectieuses dans les années 65, tous mes collègues et mes amis me disaient « mais écoute, tu prends une discipline qui est terminée, c'est passé, les antibiotiques ont résolu, c'est fini. Les maladies infectieuses, c'est terminé. Le XXe siècle, maladies infectieuses, terminé. » On a vu comment le Covid nous a humiliés. Alors on peut dire que peut-être on va trouver, on commence depuis 5 ou 10 ans, des traitements fabuleux d'immunothérapie qui, là encore, quelquefois guérissent des maladies inguérissables. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que quand j'étais interne, des maladies comme des leucémies, maladies Hodgkin, tuaient à 100%. Maintenant, un certain nombre de maladies guérissent à 100%. Donc on est vraiment dans une euphorie thérapeutique.
Et on a tendance à projeter cette euphorie thérapeutique à l'éternité. Je ne sais pas très bien, parce que si les maladies infectieuses ont marqué le pas, si la chimiothérapie est remplacée par l'immunothérapie, je pense qu'elle est enfin en phase décroissante et en phase de stabilisation. Alors, quelles sont les nouvelles possibilités? Nouvelles possibilités, probablement, ça va être ce qui intéresse, au fond, c'est le corps lui-même, l'obésité. Alors, l'Alzheimer, mais l'Alzheimer, contrairement à tout ce que les journaux disent, on a trouvé un traitement contre l'Alzheimer, l'Alzheimer se manifeste par des troubles cognitifs que vous connaissez, mais surtout à l'IRM cérébral par des plaques dans le cerveau, des plaques blanches dans le cerveau. Et depuis 10 ans, on cherche les médicaments qui font disparaître ces plaques blanches. On est arrivé à trouver les médicaments qui font disparaître les plaques blanches. Mais les plaques blanches, elles sont des témoins de la maladie, elles ne sont pas la cause. Donc au fond, on bégaye devant ces symptômes. Je suis extrêmement sceptique qu'on puisse passer de l'antibiothérapie, la chimiothérapie, qu'on puisse arriver à traiter des maladies extrêmement complexes qui sont presque, sinon un mur. Mais de la même façon que moi, j'étais incapable d'imaginer ce que serait la médecine en 2023, en 63, je n'arrive pas à imaginer que l'on puisse accéder à guérir des maladies cérébrales d'une extraordinaire complexité, beaucoup plus complexe que le cancer ou que les maladies infectieuses. Alors, peut-être devant cette situation, on est frappé de voir que le corps a disparu de la médecine. Et le corpeur est devenu un objet d'image et de chiffres. Mais le malade lui-même, comment il se comporte devant cela? Bien sûr, il a intégré l'image, il a intégré les chiffres, mais au fond, c'est le paradoxe que j'ai vu observer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la médecine a abandonné le corps, le malade a revendiqué mon corps m'appartient. Je n'ai pas envie, au fond, que le corps devienne, au fond, que la médecine s'en empare. Mais c'est très étrange, parce que à l'insu de cette demande, mon corps m'appartient, on s'aperçoit que les personnes demandent à la médecine ce qu'elles n'avaient jamais demandé, autrement dit, par exemple, le transgenre. Des adolescents, c'est de façon un peu épidémique actuellement, demandent en particulier des filles qui veulent devenir des garçons. On imagine presque statistiquement un enfant par classe. Donc, comme si la médecine était au service d'une volonté psychologique qui peut être légitime, aucune critique des transgenres, mais on peut imaginer que des enfants à une phase très précoce, c'est peut-être un petit peu aventureux de vouloir leur donner des médicaments hormonaux pendant 20 ou 30 ans dont on ne sait pas du tout ce que cela pourra donner. De la même façon, la procréation. J'ai toujours été très favorable au fait qu'à partir du moment où il y a le mariage pour tous, qu'un couple de femmes homosexuelles puisse donner naissance à un enfant, je ne vois pas en quoi on peut leur opposer quelque critique que ce soit. Il faut bien que la médecine y participe et il n'y a rien de plus normal. En revanche, j'ai été beaucoup plus réservé sur le fait que les femmes seules puissent accéder sans stérilité à une procréation médicalement assistée, dans la mesure où c'est une intervention de la médecine qui n'est pas forcément l'intervention, elle n'est pas nécessaire, elle est choisie. Et on est très frappé depuis 1 an, par exemple, de voir que dans les procréations médicalement assistées, ce ne sont pas les couples de femmes qui demandent une procréation, ce sont les femmes seules, jeunes quelquefois, 25, 30 ans, souvent même qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, qui veulent avoir un enfant. Donc on s'aperçoit au fond que le corps demande à la médecine ce que la médecine finit par accorder, quelquefois un peu de réserve ou sans réserve, mais ce qui montre quand même un changement. Alors, je ne sais pas ce que sera le futur, si cette demande à la médecine de transformer son corps augmentera ou se stabilisera ou disparaîtra. Alors, l'énorme problème, mais je ne pourrais pas l'aborder en profondeur, parce que ce serait à elle seule une conférence, c'est qu'est-ce que apportera l'intelligence artificielle
qu'est-ce que à la médecine? Normalement, elle devrait lui apporter une dimension absolument nouvelle, inattendue, mais il faut partir du principe que l'intelligence artificielle est issue d'algorithmes, et ces algorithmes sont construits à partir de l'existant. Donc, l'existant ne peut pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Or, la médecine passe son temps à faire des découvertes qui n'existent pas. Donc, les algorithmes, par essence, sont fondés sur un présent et sur un passé, et non pas sur un avenir. Mais il est vrai que l'abondance des algorithmes permet de faire surgir par hasard des choses inattendues qu'on n'aurait jamais vues d'une autre façon. Mais cette intelligence artificielle, elle commence à avoir, à mon avis, des conséquences fâcheuses pour un certain nombre de situations, en particulier en imagerie. La capacité d'analyser un scanner, une IRM, est 1000 fois plus importante par l'intelligence artificielle que par un œil humain. Et le jeune étudiant en imagerie, il va finir par s'habituer à appuyer sur le bouton pour que le scanner lui donne la petite image de 1 mm qui est derrière la trachée et qui aurait été éventuellement invisible. Et donc, il n'a plus confiance dans son œil. Il a confiance, et la tentation, c'est de transformer la radiologie en informaticien. Et je pense que cette situation me paraît préoccupante dans la mesure où peu à peu la médecine finira par confier à l'intelligence artificielle le diagnostic. Or, l'intelligence artificielle, elle va toujours trouver ce qui est extraordinairement discret, voire impossible, et créer une inquiétude, quelquefois inattendue, de petites images. Les images du corps sont quelquefois des images qui n'ont absolument rien de pathologique, mais qui sont là, et on ne sait pas très très bien ce que l'on peut en faire. Donc, l'intelligence artificielle, elle est irréversible. Ce que je crois, c'est qu'elle devrait être au service. Et il y a un domaine pour lequel j'ai milité pendant 10 ans avec échec. Ce sont les données de santé. J'ai présidé le Conseil scientifique des données de santé en France entre 2008 et 2018, chaque année. Je faisais un rapport au Parlement en disant que nous étions le seul pays au monde à avoir un système d'assurance maladie gratuit qui fait que si je me casse la figure dans l'escalier ici, l'assurance maladie le saura demain. Au fond, notre moindre consultation, notre moindre hospitalisation, notre moindre mal a un recours, sauf si on achète un médicament pour soi sans que l'assurance maladie ne soit concernée. Au fond, l'assurance maladie est une banque de données, de milliards de données, dont on peut imaginer que l'intelligence artificielle pourrait en faire son miel. Et à ce moment-là, on aurait une médecine qui changera radicalement parce que, avant de mettre une prothèse de hanche, on saura qu'il y a eu 350 000 prothèses de hanche en France, peut-être en 2022 ou en 2023, et que dans ces 250 000, il y en a 5 000 qui ont été vraiment des échecs parce que le matériel était mauvais. D'autres, la majorité, ont utilisé tel type de prothèse et ça a été bien meilleur. Dans chaque hôpital, on s'aperçoit que tel chirurgien aura eu telle réussite, tel échec. Au fond, cette capacité d'analyser notre santé, notre trouble de santé à chacun, aurait dû permettre, et j'ai été très frappé de voir que mes homologues étrangers nous disaient « mais vous êtes quand même un drôle de pays, parce que vous avez les données les plus uniques au monde, parce que c'est une donnée qui concerne l'ensemble des Français, alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, ils ont des systèmes de santé beaucoup plus éparpillés, et vous n'en faites rien. Et donc, vous nous achetiez les données de santé alors que vous les aviez à votre portée. Et j'étais frappé de voir qu'en France, la peur des citoyens de se dire si les données de santé sont utilisées par la médecine, alors on va savoir que j'ai eu la scarlatine, que j'ai eu une entorse au genou, que j'ai eu un cancer de l'utérus, que j'ai eu un cancer du sein, que ma grand-mère a un Alzheimer. Mais le problème, c'est que c'est totalement anonymisé et que si quelqu'un veut le savoir, eh bien, c'est une fraude. Mais que l'anonymisation fait que quand, au fond,
la seule reconnaissance que nous pouvons donner à notre pays d'un système de santé gratuite, c'est que quand on est malade, notre donnée de santé serve à l'ensemble de la population. Et moi, je fais l'hypothèse que si un jour, on arrive à ce que les données de santé soient utilisées par les hôpitaux, par les médecins, comme de façon absolument anonyme, que telle maladie a été soignée par tel médicament, que ça a été inefficace, que tel médicament a été beaucoup plus efficace que d'autres, je pense qu'à ce moment-là, il y aura une transformation par efficacité de la médecine. Et je me pose la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Il y a deux hypothèses. C'est qu'il y a tellement de médicaments qui sont inutiles que leur inutilité apparaîtrait dans les données de santé et que ce serait cruel pour un certain nombre de laboratoires. Et que l'autre donnée, c'est que les Français sont prêts à donner sur Google leur information sur leur poids, sur leurs souhaits, sur leur façon de traiter leur articulation. Il y a tous les réseaux sociaux, on vous dit prenez telle poudre de perlimpinpette et votre genou va guérir. Et les Français donnent leur information gratuitement à Google, qui en fera un usage éventuellement inconnu. Mais si on utilise les données de santé, alors là, on n'a pas tellement envie que l'État sache quelle est notre maladie. Et ce sentiment, la peur que ces données de santé soient utilisées à mauvais escient m'a toujours paru un peu étrange et, à mon avis, très désavantageux pour la France qui pourrait être, dans ce domaine, leader au monde. Alors, pour terminer, je suis frappé de voir que Paul Ricoeur, dont j'ai présidé l'association pendant de longues années, disait qu'au fond, la médecine, c'était que le médecin soigne selon des normes sous le regard institutionnel. Et Ricoeur est mort en 2002, et je pense que 20 ans après, le médecin soigne, oui, selon des normes techniques, mais non plus des normes cliniques, sous le regard institutionnel, qui est un regard qui est extraordinairement attentif à l'argent qui est dépensé et à la façon dont la médecine peut être évaluée dans le meilleur sens du terme. Alors, pour vraiment terminer, je pense que la médecine est un peu dans la situation du docteur Faust. Faust, au fond, disait donne-moi ta vie et moi je te donnerai la beauté, je te donnerai tout ce que tu veux. Mais ta vie m'appartiendra. Et je pense que la médecine actuellement fait le même propos. Elle dit je suis prêt, avec mes progrès techniques, à t'apporter la guérison, t'apporter le bonheur de l'existence, mais ta vie m'appartient. Parce que moi, je soigne le corpore, mais donne-moi le Leib. Le Leib, je le mettrai à la poubelle. Et au fond, ce rapport médicalisé de notre espèce humaine à la médecine me paraît, et je terminerai par cette angoisse préoccupante pour l'avenir. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a énormément apprécié votre discours, professeur Sica. Vous avez été vraiment à la hauteur de nos espérances. Vous avez placé le curseur de la réflexion éthique à son plus haut niveau. Et je crois qu'au sein de cette assemblée, plusieurs personnes sans doute auront envie de vous entendre encore à travers quelques questions. Donc je me tourne vers la salle, puisque nous avons jusqu'à 6h30 pour vous entendre encore. Je vous en prie, madame, on va vous donner le micro. Oui, bonjour, je vous remercie infiniment de votre intervention, mais il y a un truc qui m'a vraiment choqué et dérangé dans votre discours quand vous dites que l'assurance maladie est gratuite. Elle n'est pas gratuite, c'est nous qui...
Oui, je disais que ce qui m'a choqué dans votre intervention, c'est de dire que l'assurance maladie est gratuite. Elle n'est pas gratuite. C'est notre argent, c'est prélevé tous les mois sur nos bulletins de salaire, sur notre retraite. Donc, c'est un truc qu'on véhicule beaucoup. J'ai été infirmière et j'entendais dire par certains patients, j'y ai droit. J'ai travaillé toute ma vie, j'y ai droit. Alors, on mettait les médicaments à la poubelle, mais on y avait droit. Et les médecins continuaient de prescrire des médicaments qui partaient directement à la poubelle. Alors, sur ce point-là, je suis assez en colère, on va dire. Je comprends votre colère, mais elle est gratuite au sens où si on est en bonne santé, et on a la chance d'être en bonne santé, évidemment, on paye une cotisation pour les autres. C'est le problème de la solidarité. Mais si on est malade, si on a un cancer, si on est opéré, par rapport aux autres pays, la médecine est gratuite au sens où elle ne met pas en péril, on n'est pas obligé de vendre sa maison comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays européens, et que, au fond, c'est une médecine de la sécurité, c'est la solidarité nationale. Je suis frappé de voir que les gens disent « Ah, moi je suis scandalisé, je suis en bonne santé, j'ai payé, c'est scandaleux, j'ai payé pour rien et je suis en bonne santé. » Je crois que, au fond, quand on est malade et qu'on a la chance d'avoir dans notre pays d'aller à l'hôpital, on ne sait absolument pas combien ça coûte, quelquefois 4 000, 5 000, 10 000 euros, et que personne ne le sait. On va chez le pharmacien, on va prendre son mode de médicaments, on ne sait absolument pas combien ça coûte. Il y a des médicaments qui actuellement coûtent 1 million d'euros par malade, 1 million d'euros. Si vous voulez, pour que cette solidarité nationale fait que ce n'est pas gratuit au sens économique du terme, c'est que la France est un des seuls pays au monde où quand on va à l'hôpital, quand on va chez le médecin, pas la consultation privée, mais ça c'est le désir personnel, ou quand on va à l'hôpital, on ne paye pas. Et ça, je trouve que, même si vous êtes en colère, eh bien moi je trouve que je suis heureux d'être dans ce pays. Beaucoup de personnes où, quand on dit gratuit, ça veut dire que ça ne coûte rien, ça nous coûte à tous. Et moi, j'ai fait l'expérience des urgences il y a 10 jours. Effectivement, ça ne m'a pas coûté un centime. J'ai failli perdre un œil. Oui, effectivement, ça ne m'a pas coûté un centime. Oui, moi, c'est quand même nous qui payons la sécurité sociale. C'est nous qui et c'est super. Je ne dis pas le contraire. Mon fils vit à l'étranger, ma sœur vit à l'étranger aussi. Je sais ce que ça représente de complications. On ne se rend pas compte du coût abyssal. Vous avez mal au ventre. Vous allez aux urgences. Ça coûte 300 euros. 300 euros. Quand vous allez voir un médecin, c'est 25 euros. 300 euros. C'est-à-dire que ça fait 12 fois. On comprend pourquoi l'hôpital, parce qu'il va déclencher les examens, et qu'au fond, on ne se rend pas compte, mais que la médecine est extrêmement chère et que nous bénéficions dans ce pays d'un avantage que d'autres pays nous envient par un système solidaire. Et donc, je maintiens que peut-être dans quelques cas, ça peut paraître coûteux, mais que dans l'ensemble, nous sommes dans ce domaine très privilégié, et d'où l'importance d'en avoir conscience et de ne pas protester en disant « oui, c'est scandaleux, moi je trouve que… » Non, je trouve qu'il faut avoir le sentiment qu'on est citoyen d'un pays et que cette citoyenneté vous oblige. Elle vous oblige à ne pas considérer que votre petit moi l'emporte sur l'ensemble des citoyens. Je suis frappé de voir, au fond, que nous bénéficions d'un système dont nous méconnaissons le caractère, à mon sens. Et puis je crois qu'on peut arrêter là, parce que sinon ça va ennuyer tout le monde. Mais moi, je ne suis pas en colère, c'est tout. Non, c'est le mot gratuit qui m'a percuté. Alors, il y a plusieurs voix qui se sont levées, et donc nous allons faire rebondir la réflexion. De ce côté-là, tout le monde pourra parler. Alors, puisqu'on est dans l'économie, je me demandais, je vous remercie d'avoir fait ce constat de la disparition de la clinique
qui est quelque chose qui, moi, m'a particulièrement frappée. Je fais partie d'une discipline qui est la gynécologie médicale, qui a grandement souffert de cette échelle de valeur sur la disparition de la clinique. Et par contre, ma question, c'est comment se fait-il qu'en tant que médecin, ou que corps médical, puisque là aussi c'est un corps, nous n'ayons pas réussi à convaincre les économistes que parfois la clinique est plus économique que la non-clinique. Parce que quand je vois les diagnostics qu'on pouvait faire aux urgences quand on arrivait jeune étudiant, en posant la main sur le ventre, je me dis combien d'économies réalisées comme ça, pourquoi est-ce que ce discours, il reste complètement abscon aux économistes? J'ai la même surprise que vous. Mon hypothèse, c'est que la main sur le ventre, c'est très difficile à quantifier économiquement. Et que écouter un malade pendant un quart d'heure, de savoir un petit peu qui est-elle, qui est-il, est-ce que c'est la première fois, au fond, la parole d'une personne, le regard sur cette personne, la main, l'oreille d'un médecin, ça vaut de l'or. Et pour les économistes, ça ne vaut pas un centime. Et je pense que la domination économique de la médecine a fini par faire disparaître et la clinique et le soin, dans la mesure où c'est une conséquence. Parce que l'économie, elle a besoin de paramètres, elle a besoin... Mais je suis frappé de voir, par exemple, qu'une aide-soignante dans un service d'EHPAD, on va lui dire de travailler comme Ford dans les années 20, c'est-à-dire d'avoir 10 minutes pour faire un soin de toilette. 10 minutes, ça peut être beaucoup, ça peut être rien du tout pour une femme qui en a besoin de 25 minutes. Mais à ce moment-là, l'économie dira, moi, 10 minutes, c'est le maximum. Et donc, ça va obliger les aides-soignantes à travailler de façon malheureuse, automatiquement. Au fond, à votre question, je pense que le mot évaluation, je pense que tout a changé en 2005. En 2005, il y a eu une révolution médicale qui est apparue peut-être inattendue ou invisible, qui a été Roselyne Bachelot et Sarkozy, président Sarkozy, qui ont dit « il faut qu'un hôpital devienne une entreprise ». C'est fini l'hôpital qui s'occupe des personnes les plus déshéritées. L'hôpital doit devenir une usine d'entreprise. Et à ce moment-là, on va mettre ce qu'on appelle la tarification à l'activité, c'est-à-dire qu'on va estimer le coût d'un malade à l'hôpital, en consultation, dans son opération, et que cela va permettre d'identifier ce qui coûte le plus cher ou ce qui est rentable. Et peu à peu, la médecine a fini par s'habituer à cette tarification à l'activité et s'est dit, si on ne recrute pas des malades qui rapportent au sens trivial du terme, nous allons couler. Et donc, certains petits hôpitaux ont coulé, ont disparu parce qu'on leur a reproché, au fond, d'accueillir des personnes, de leur parler très longtemps et de ne pas avoir de marqueurs économiques trop importants. Donc, à votre question, je crois que c'est tout simplement, c'est que le soin n'a pas de marqueur économique. Il en a philosophiquement, il en a humainement, il n'en a pas économiquement. Et c'est ça le drame. Est-ce qu'on est capable de le dire? Merci d'avoir rebondi. Je vais me permettre de vous demander ce que vous pensez des médecines dites, du développement des médecines dites douces, des médecines qui ont un rapport direct avec le corps, par exemple l'acupuncture, l'ostéopathie. On va laisser tout le charlatanisme de côté. Je vais parler de ces médecines dites douces ou parallèles. Qu'en pensez-vous? Les médecines du comportement, des médecines douces, elles bénéficient du vide de la clinique traditionnelle. Je me souviens, il y a quelques années, à La Salle, dans le Gard, j'avais été invité pour faire une conférence à l'occasion de l'ouverture dans une petite ville du Gard, à La Salle, d'un service
de médecine comportementale, de médecine douce, et d'un service de médecine traditionnelle. Et donc, les deux peuvent être parfaitement complémentaires. Le problème, c'est qu'il faut que chacun sache quelles sont ses limites. Autrement dit, la médecine douce, elle finit par être privilégiée car elle écoute la personne. L'acupuncture peut avoir des effets tout à fait remarquables. Je n'ai pas de préjugés, simplement, c'est qu'il ne faut pas non plus que la médecine douce s'aventure dans des domaines où elle frise l'incompétence. Et donc, elle est très utile pour un très grand nombre de souffrances existentielles, pour un certain nombre de douleurs articulaires, de maux de ventre, etc. Je pense qu'elle n'a rien à faire dans les maladies infectieuses, dans le cancer, dans les maladies systémiques. Mais oui, je pense qu'elles ont parfaitement leur utilité. Une remarque latérale là, par rapport à ce que vous disiez sur la clinique. Il y a peut-être aussi actuellement la judiciarisation de la médecine qui pose problème. La judiciarisation. La judiciarisation de la médecine qui est un problème pour les médecins. Un médecin qui aurait cliniquement bien examiné un patient, mais qui n'aurait pas compléter cet examen clinique par l'IRM nécessaire ou par la biologie ou l'échographie. Et si le patient... Et si le patient a ensuite un problème, le médecin peut être attaqué, et est attaqué actuellement, et est condamné par défaut d'obligation de moyens. Pas de résultats, mais de moyens. Et si tous les moyens ne sont pas mis en œuvre, le médecin se trouve responsabilisé parce qu'il n'a fait confiance qu'à sa clinique et non pas à la technique qu'apporte aujourd'hui. Oui, mais vous posez une question essentielle et qui a sa vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Internet devient le substitut initial du médecin, Internet a pour vocation qu'on ne lui reproche pas d'avoir passé à côté de l'essentiel. Donc il suffit que vous tapiez mot de tête pour que Internet vous dise que le scanner cérébral est tout de même très important pour ne pas passer à côté d'une tumeur cérébrale. Et quand vous allez voir votre médecin, vous allez lui dire, au fond, moi j'ai vu sur Internet que mes mots de tête, il fallait faire un scanner. Et le médecin qui dit, mais non, c'est inutile, c'est une migraine, c'est banal, c'est rien du tout. Il faut du courage pour le médecin de pouvoir refuser. Et parce qu'effectivement, à partir du moment où la médecine technique a le monopole sur Internet et que le soin est inexistant parce que c'est un soin subjectif indéfiniment différent selon les personnes, cela aboutit, et c'est le paradoxe, à une sorte de confiscation de l'usage de la technologie par des non-médecins et que les médecins sont très embarrassés parce que eux-mêmes ne sont pas un don de voyance. Et donc ils se disent, si je refuse le scanner et que manifestement il y avait une tumeur cérébrale, je vais être attaqué devant les tribunaux. Je pense que les plaintes devant les tribunaux sont très rares et c'est un peu imaginaire, mais que ce n'est pas facile pour un médecin de dire à quelqu'un qui a mal au ventre, écoutez, je crois que c'est rien du tout, revenez dans 3 jours, on verra, mais ce n'est pas la peine de faire une échographie, alors que 100% maintenant des médecins diront, faites une échographie, vous verrez après. Donc parce que comme ça, il est rassuré par le fait qu'il y a toute une relation au corps qui est médiée par la technique, qui fait que, et pour moi, c'est un problème très important, parce que quand j'étais étudiant, pendant 20 ans, j'ai appris, mais exactement comme un artisan fait de la poterie ou fait de la céramique, j'ai appris ce que c'était qu'un corps, j'ai appris au bout de mes mains les milliers de capacités d'un corps. Et donc, je l'ai transmis à des étudiants. Mais maintenant, il n'y a plus d'enseignement. Et par conséquent, comment une imagerie peut se transmettre? Une imagerie, l'intelligence artificielle ne peut pas se transmettre. Comment transmettre à un étudiant on peut le transmettre que telle image, mais on ne transmet que des informations.
on ne transmet pas la vérité du corps, la vérité de l'émotion. Au fond, j'ai presque cette gourmandise de l'humain dans sa complexité qui fait que c'est le métier le plus passionnant du monde parce qu'il est une découverte de l'autre dans sa complexité. Les images, c'est comme des photographies. Une photographie ne vous donne pas d'informations sur d'autres photographies. Et donc je pense qu'en termes d'expérience, c'est très préoccupant. Et comme vous le dites, mais c'est le contemporain, c'est-à-dire que c'est le réseau social qui est dominant par rapport aux médecins. Et comme les médecins sont de plus en plus rares, on arrive à l'hôpital en disant à l'hôpital, ils vont me faire un scanner parce que je vais exagérer éventuellement mes maux de tête. J'ai mal au ventre, j'ai mal aux poumons, je tousse, je fume beaucoup, je voudrais bien qu'on me fasse un scanner. C'est parfaitement justifié. Donc il y a, votre question est une question malheureusement sans réponse. C'est la question à laquelle moi je n'ai pas de réponse. Je vais juste me permettre une remarque. Une personne j'ai par exemple une forte migraine, je vais voir le médecin et le médecin me dit « Oh mais c'est rien du tout », je pense que je ne retournerai pas chez ce médecin. Non mais le problème c'est qu'une migraine, il n'y a rien de plus évident qu'une migraine. Mais il faut un médecin qui écoute un migraineux, il n'y a pas 20 diagnostics, c'est une migraine. Mais évidemment, si c'est la première attaque de migraine, mais un migraineux, d'ailleurs, l'idée que la médecine a toujours besoin d'une confirmation technique est une illusion. Mais une illusion, malheureusement, qui est devenue pas une illusion parce que chacun se dit le médecin n'est pas compétent pour savoir si j'ai quelque chose de caché qui pourrait apparaître. Mais avec cette vision des choses, au fond, on est dans une médecine qui, paradoxalement, recule au lieu d'avancer. Je voulais rebondir sur vos remarques sur les données de santé. Donc, je comprends tout l'intérêt de travailler sur ces données et l'intérêt de leur accessibilité. Cependant, il y a quand même des pathologies qui sont très discriminantes et on constate des rejets de soins, par exemple dans la lutte contre le sida, contre des maladies psychiatriques. Donc on peut comprendre aussi que beaucoup de personnes ont envie d'être assurées que leurs données de santé sont protégées, sont à l'abri, parce que c'est un souci dans la société, c'est un souci dans le soin et dans l'entreprise et aussi dans sa famille. Donc il y a toujours aussi cette difficulté à accéder à des données exhaustives de santé. Effectivement, le soin est gratuit, donc on pourrait dire l'utilisation de ces données est très très importante. Mais d'un autre côté, que la personne soit à l'abri de la diffusion de ces données, c'est quelque chose qui est encore très important. Même si... Pour réagir là-dessus, c'est vrai que de façon récurrente, les médias nous parlent de tel hacker qui a subtilisé les données de tel hôpital. Ça, c'est quand même un peu impressionnant pour le public. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le problème c'est le problème du rapt, c'est le problème du brigand. À Saint-Hippolyte-du-Fort, il y a 3 jours, le bureau de tabac du village où nous étions en vacances a fait l'objet d'une agression avec un revolver, on lui a pris la caisse. On est dans un pays où effectivement on peut sans arrêt voler des données avec un hacker, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Les données, elles sont cadenassées, super cadenassées. Donc pour les ouvrir, il faut véritablement être un escroc. Alors évidemment, on peut imaginer qu'un escroc, mais pourquoi voulez-vous que alors ça coûte extrêmement cher et puis ça tombe sous le coup de la loi. Si quelqu'un découvre il a frauduleusement utilisé des données qui sont doublement cadenassées, anonymisées totalement par des systèmes informatiques, évidemment, c'est comme un coffre-fort, il peut toujours être ouvert avec un chalumeau. Mais les données, elles ne sont pas... Monsieur Sicard a le sida et il le cache, il a un cancer du poumon en pleine évolution, il est dément, et donc tout ça, même si ça existe, eh bien, ce serait complètement cadenassé totalement. Cette peur me paraît d'autant plus étrange qu'on est prêt à donner des informations à n'importe qui. Et le système d'assurance maladie
au fond, c'est ça qui m'a frappé. Pendant 10 ans, j'ai vraiment été au cœur du système, discutant avec le directeur général de l'assurance maladie, dans des entretiens qui ont été publiés. Donc j'étais très demandeur. Et que, à chaque fois, on me disait, mais la peur, effectivement, le sida, le cancer, telle ou telle maladie. Et au fond, on n'a pas tellement envie d'avoir une informatique de haut niveau. On n'a pas... au fond, comment dire, il y a le sentiment que si les Français sont rassurés sur le fait que leurs données de santé ne seront pas utilisées à des fins scientifiques, ils sont protégés. Je pense que l'intérêt des personnes est que les données individuelles anonymisées, par leur mise en synthèse de centaines de milliers de personnes, donneraient un bénéfice collectif fondamental. Mais j'ai fait des rapports au Parlement pendant 10 ans et à chaque fois, les députés disaient « oui, mais nos citoyens ne veulent pas que leurs données de santé soient présentes dans l'espace public. » Je leur dis « mais elles ne seront pas présentes, elles sont complètement... » Alors évidemment, on pourrait se dire quelqu'un qui est né le 3 mai 1947 dans un petit village de la Drôme, et qui a, alors peut-être qu'effectivement dans ce petit village de la Drôme, quelqu'un qui voudrait réellement savoir, on pourrait arriver à déverrouiller le système, mais je pense qu'il faudrait vraiment être un gangster. Et les gangsters, ça tombe sous le coup de la loi. Je ne visais pas spécialement les hackers ou les gangsters, mais par exemple, quand on est dans une affection de longue durée, c'est marqué sur sa carte vitale, sauf si on demande expressément à ce qu'elle n'y soit pas. Et certains employeurs demandent l'objet de ce 100%, même si c'est illégal. Ou alors, quand on prend un emprunt immobilier, on vous demande un descriptif de votre état de santé. Et bien qu'on guérisse du cancer, que le VIH soit devenu une maladie chronique, on est souvent dans l'impossibilité d'emprunter. Et c'est cette peur-là, en fait, qui fait que les personnes, du coup, cachent des informations qui sont essentielles dans le soin. Sans parler du hacker, effectivement, nos données sont très protégées. Moi, j'étais très frappé. J'avais travaillé avec les assurances, parce qu'effectivement, ça me préoccupait de savoir. Et les assurances m'ont dit, mais vous savez, si on commence à savoir quelles sont les maladies derrière notre assuré dont il ne veut pas nous parler, c'est tellement coûteux pour nous que nous considérons que ça ne sert à rien. Et au fond, ils ont renoncé à imaginer qu'on puisse identifier le risque d'une personne dans un système d'assurance maladie collective. Donc il y a beaucoup d'imaginaire. Mais effectivement, ce que vous dites est très choquant parce que, même s'il y a eu des améliorations, les malades atteints de sida maintenant peuvent emprunter de l'argent et que pendant 10 ans, ils n'ont pas pu le faire, ou pendant 15 ans. Et donc il y a des choses très choquantes. Mais je trouve que, au fond, il faut toujours penser que l'immobilité a quelque chose de préoccupant pour l'avenir. Et que on est dans une situation d'ailleurs étrange en septembre 2023, parce que le Health Data Hub, qui était destiné à utiliser les données de santé, avait confié l'analyse des données de santé à Microsoft. Et moi, j'ai beaucoup protesté parce que donner aux Américains la totalité des données de santé françaises, alors qu'on sait que c'est quand même des gangsters, les GAFA, me paraissait vraiment une imprudence totale. Et à force de combattre, Conseil d'État, on a réussi à bloquer Microsoft en disant il y a des serveurs européens, français, qui pourraient très très bien utiliser. Mais comme on ne les a pas encore trouvés, on est dans une situation actuellement d'impasse. Mais je trouve que confier ces données françaises à des GAFA, alors là, me paraissait beaucoup plus risqué que de les confier à un serveur français ou européen. Oui, non. Non, juste une remarque.
les patients fondent beaucoup d'espoir dans la médecine, dans les médecins. Et cet espoir, c'est de repousser le plus loin possible le moment de la mort. Et quand plus aucun espoir n'est permis, n'est possible, est-ce que le médecin ou est-ce que l'entourage peut encore se permettre de parler d'espérance? D'espérance. Mais l'espérance, elle est le fondement même de la médecine. Je trouve que même quand il y a un microgramme d'espérance, cela permet encore de vivre. Et que tuer l'espérance, le problème, ce n'est pas une espérance comme ça, désinvolte, où ça va aller mieux, ce qui est insupportable. Insupportable. Je ne sais pas, t'inquiète pas, ça va aller mieux, alors qu'on sait très bien que ça va aller mal. Mais garder l'incertitude, garder une once d'espérance au cœur de la médecine. Moi, je suis frappé de voir combien de cancérologues tuent l'espérance de leurs malades. En disant, vous savez, j'en ai eu des exemples personnels, familiaux, maintenant, c'est fichu, on n'a plus de traitement, il faut affronter la mort, aller en soins palliatifs. Ce sont des discours insupportables. Le problème, c'est pas... on peut très bien avoir conscience qu'il n'y a plus rien à faire, mais le problème, c'est de ne pas non plus donner des espoirs de mensonger, mais on doit garder toujours un petit peu une once d'espérance. Et moi, je crois que l'espérance n'est pas une illusion. Je pense que c'est un des paramètres de la médecine. Bonjour, je suis là. Tout en haut. Bonjour, je vous remercie. Je voulais parler... Alors depuis tout à l'heure, on parle des personnes qui veulent pas qu'on parle de leur... Enfin, des patients qui veulent pas qu'on soit au courant de leur pathologie, etc. Mais on n'a pas parlé des patients qui aimeraient justement que leur pathologie serve à aider d'autres patients. Donc je pense que vous avez entendu parler du fait qu'il y a un développement de patients qui sont dits patients experts ou patients partenaires. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur cette question. Enfin, et puis, au cas où vous ayez eu l'occasion de travailler avec ces patients. Voilà. Oui, depuis une dizaine d'années, un certain nombre de facultés de médecine, de CHU, ont demandé à des patients atteints généralement de maladies longues, difficiles, de témoigner auprès des étudiants en médecine de leur parcours, de leurs inquiétudes, de leurs espérances, de leurs désespérances. Et pour un étudiant en médecine, c'est très formateur, dans la mesure où cela sort un peu des discours tout faits universitaires qui apparaissent toujours comme un peu une rationalité excessive, alors que ces patients dits experts sont très utiles dans des réflexions collectives médicales pour ramener à l'essentiel de leur corps ce qu'ils ont subi, leurs angoisses, ce qu'ils n'ont pas compris. Et je pense que ces patients experts sont très utiles. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas extrêmement nombreux. Et puis, quand on est malade, on n'a pas forcément envie, quand on a guéri, de continuer à parler de sa maladie. Mais quand ils le font, c'est très généreux et très utile. Bonsoir. Professeur, pendant votre exercice de la médecine, vous n'avez pas eu l'impression de louper l'humain? C'est-à-dire que de plus en plus, la technicité prend le pas, et maintenant on va chez le médecin. Avant, on y allait, on passait une demi-heure, il nous demandait comment on allait, si le travail allait bien, si on était fatigué, si on était stressé, si on dormait bien ou pas. Maintenant, on arrive, l'attention, le pouls, ça va, tout va bien, oui, il remplit ses cases, et une fois que les cases sont complètes, merci, au revoir, payez à la caisse. L'humain là-dedans, on est en train de le perdre. Ben, maintenant, il y a la télé... Pardon? Oui, mais c'est pour ça que maintenant, j'estime qu'on est en train de perdre l'humain, et on va le perdre de plus en plus, puisque maintenant, on est en train d'inventer des caméras
intra-humain. On avale une caméra, elle nous fait tous les trucs. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital ou nulle part, ou même voir le médecin. Et maintenant, les téléconsultations, on ne voit plus personne. Donc, ça ne fait pas un peu peur? C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Mais les téléconsultations peuvent avoir leur utilité si on est dans les Hautes-Alpes, dans un petit village perdu. Il y a actuellement des téléconsultations qui sont remarquablement équipées avec un stéthoscope, avec un électrocardiogramme, et qui permettent dans une pharmacie d'avoir un équipement où les personnes se rendent à la pharmacie de leur village et avec cet appareil peuvent avoir une relation avec un médecin qui ne va pas remplacer l'acte médical mais qui permet tout de même d'avoir une idée. Et le paradoxe, c'est que quelquefois une téléconsultation sera plus clinique qu'un médecin qui, comme vous le dites, prend la tension, le pouls et puis fait une ordonnance de Doliprane. Et donc il y a une sorte au fond, d'attention où la technique, là, peut paradoxalement évoluer dans le bon sens, dans la mesure où la médecine est inaccessible pour des raisons géographiques. Excusez-moi, je vais vous parler d'une anecdote parce que je pense être aussi un peu de votre génération où la clinique était plus importante que les examens. À l'heure actuelle, on a l'impression quand on va à l'hôpital ou qu'on va voir un médecin qu'il nous bassine d'examens paracliniques et qu'il n'arrive plus à faire de diagnostic sans examen paraclinique. De mon temps, c'était la clinique qui prévalait et on appelait ça, j'avais un professeur qui appelait ça le coup d'œil du maquignon. Et je vous racontais une anecdote, on était autour de lui, on examine un patient, et c'était l'époque où il y avait encore les flacons avec les urines. Il trempe un doigt dans le bocal à urine, il se lèche le doigt et il dit « Alors, mademoiselle, dites-moi s'il y a de l'albumine ou pas ?» Et la jeune fille, donc, qui n'y connaissait pas grand-chose, du coup, se met à tremper son doigt, le sucer, fait une grimace, et le professeur lui dit « Mademoiselle, vous ne serez jamais un bon médecin parce que j'ai trempé l'index, mais j'ai sucé le médium. » Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention très stimulante. Alors, au départ, vous avez évoqué la médecine comme une essence qui se développerait de manière un peu autonome. Et vous avez beaucoup parlé du réversible ou d'irréversible. Et ce dont on se rend compte, c'est que la médecine est intriquée dans des choix économiques, enfin, qui n'en sont pas vraiment d'ailleurs, dans une économie mondialisée qui fonctionne un petit peu justement sans régulation. Et vous avez parlé aussi de choix politiques, comme le tournant de 2005 que vous avez évoqué. Alors la question qui peut se poser aux citoyens aussi, c'est de savoir finalement, est-ce que ce mouvement de déshumanisation, de technologisation, de financiarisation de la médecine, il est inéluctable parce que les économies sont encastrées les unes dans les autres et finalement, ben, voilà, les grands laboratoires, vous avez parlé des GAFAM, etc., ben, on aurait perdu la main. Ou est-ce qu'il vous semble possible d'avoir une politique de santé à l'échelle d'un État, par exemple, hein, comme en France, avec quelque chose qui reviendrait en fait peut-être sur, par exemple, la tarification à l'activité, qui reviendrait à une médecine plus humaniste et plus proche du malade, ou bien est-ce que c'est perdu? Et dans ce cas-là, alors si c'est perdu, ben, c'est complètement dépolitisé, puisque ça veut dire que ça nous a échappé et que la médecine est devenue quelque chose qui ne relèverait plus du champ politique. Donc est-ce qu'on pourrait reprendre la main, en quelque sorte? Est-ce que le politique pourrait reprendre la main pour peut-être réorienter un peu et revenir un petit peu à la médecine que vous semblez regretter un peu? Le pire n'est jamais sûr. Et on parlait d'espérance tout à l'heure. En septembre 23, à Paris, à l'université Diderot, a été promue professeure des universités une philosophe qui n'est pas médecin et qui depuis 10 ans travaille sur la personne en médecine. Son travail est d'une telle qualité qu'elle a surpassé tous les médecins, les chirurgiens pour être nommés en premier dans cette université. Autrement dit, il y a une prise de conscience dans l'université, mais encore très timide, très rare, pour penser que dans une université médicale, on peut enseigner aussi ce qu'est un être humain, ce qu'est
le Leib et pas seulement le Körper. Et je crois que cette nomination m'a rendu plein d'espérance. Parce que au mois de mai encore, on disait mais c'est impossible que cette jeune femme soit professeure d'université dans une faculté de médecine, elle est philosophe, elle n'est pas médecin. Eh bien, elle a été reconnue comme nécessaire à l'enseignement. Donc on peut se dire que peut-être elle fera des petits cette nomination et que dans chaque université, il y aura des nominations de personnes extrêmement attentives pour former des étudiants à la complexité de l'être humain et à se défaire de cet automatisme administratif, économique, technologique qui rend des services gigantesques. On ne va pas revenir en arrière à la marine à voile ou à la machine à vapeur. Simplement, il faut que la médecine domine la technologie, elle s'en serve et elle ne soit pas dominée par la technologie. C'est ça, au fond, le problème, c'est cette confiscation de la relation humaine par la technologie qui m'angoisse. Je ne suis pas technophobe du tout, je suis, comme tout le monde, fasciné par les résultats actuels de la médecine, mais cette, au fond, réflexion dont certains d'entre vous ont manifesté l'importance me paraît essentielle pour une prise de conscience. Prise de conscience que on ne peut pas faire l'impasse sur l'angoisse, sur, au fond, la confiscation toujours que l'être humain a le sentiment que s'il n'est pas connecté à sa montre, dès qu'il fait 10 000 pas, il est perdu. Au fond, avoir confiance dans son corps, pas avoir délégué à la médecine la surveillance permanente de ses paramètres humains par tel ou tel scanner, biologie. C'est cette, au fond, c'est pas le problème de se sortir de la médecine, c'est de demander à la médecine plus d'intelligence de l'être plutôt que ce que j'appelle quelquefois les arts ménagers de la médecine. C'est-à-dire, au fond, de mettre la personne dans une machine avec une prise de sang pour parler d'elle, alors que la vérité de son existence, elle est dans les mots qu'elle exprimera, dans son angoisse, dans la façon dont elle a les relations familiales, professionnelles, conjugales, amoureuses, et que quelquefois c'est plus important de savoir tout cela que de savoir si l'échographie va montrer qu'elle a un intestin qui est un peu flatulent après la consommation excessive de légumes. D'abord, encore une fois, un immense merci. Moi, j'ai trouvé la discussion passionnante. J'aurais pu essayer de contribuer à la réflexion en tant qu'économiste, puisqu'après tout, vous en avez parlé beaucoup ce soir. Donc moi, j'ai fait des études d'économie, je suis passionné pour l'économie de la santé, et c'est par l'économie que je suis devenu directeur d'hôpital. Et je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que vous êtes plusieurs, dont vous, professeur Sicard, avoir dit que l'un des problèmes, c'était que les économistes ne savaient pas quantifier le temps et finalement la part d'humanisme consacrée par des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, et avec l'exemple de la gynécologie médicale, comment est-ce qu'on quantifie ce temps-là ? Je pense que le problème n'est pas que les économistes ne sachent pas le quantifier, et d'ailleurs on saurait le faire si on nous le demandait. C'est-à-dire que je peux, moi, vous quantifier sans difficulté le fait qu'une aide-soignante travaille à peu près 1200 ou 1300 heures par an, qu'elle coûte à l'hôpital à peu près 40 000 €. On fait la division de l'un par l'autre et on s'aperçoit qu'une heure d'aide-soignante, ça coûte tant, une demi-heure, ça coûte la moitié. Et on peut faire pareil avec de la gynécologie médicale ou le temps d'un directeur. Et donc quantifier le temps qui est consacré par les uns ou par les autres à de la relation humaine, à de la discussion, etc., est possible. Mais le problème des économistes n'est pas de quantifier ce temps-là, et le lien avec l'IRM est le suivant. C'est que le sujet des économistes, et notamment des enjeux d'équilibre économique, ce n'est pas la division que je viens de vous faire avec le coût moyen d'une demi-heure d'aide-soignante ou d'une demi-heure de médecin. L'enjeu, c'est le coût marginal. C'est combien coûte le fait de faire un acte de plus. Et c'est là qu'est la différence avec l'IRM. Quand une aide-soignante passe une heure de plus avec un patient, ça coûte une heure de plus d'aide-soignante avec un patient. Et ça coûte le même prix, le même coût que la première heure consacrée au début du mois de janvier va coûter la même chose que la dernière heure à la fin du mois de décembre. Il n'y a pas d'économie marginale. Chacune des demi-heures passées avec un patient a le même coût. Ce n'est pas vrai des IRM. L'IRM, le premier IRM, coûte très cher. Il coûte le prix de la machine.
Le deuxième IRM coûte un peu moins cher. Il coûte le prix de la machine divisé par 2. Si vous faites 5 000 ou 10 000 IRM par an, le 10 000 unième IRM ne coûte quasiment plus rien. Le coût marginal de l'IRM tombe quasiment à zéro. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'IRM. C'est parce que finalement, en moyenne, on dépense beaucoup d'argent pour des IRM, mais en marginal, si vous, ce soir, vous allez aux urgences, vous faire à vous un scanner ou une IRM ne va quasiment rien coûter au système de santé. On va vous le facturer ou on va le facturer à l'assurance maladie au coût moyen, parce qu'il faut bien à un moment faire la division, mais en coût marginal, ça ne coûte rien. Pourquoi est-ce que j'insiste un tout petit peu sur cette notion d'économie entre le coût marginal et le coût moyen? C'est parce que nous sommes effectivement dans un pays qui a beaucoup de mal à raisonner en coût marginal. Les entreprises privées ne raisonnent que en coût marginal. L'entreprise privée, la question n'est pas de savoir si le paquet de BN ou le paquet de gâteaux coûte en moyenne cher ou pas. La question, c'est si j'en fais un de plus, est-ce que je vais gagner sur ce coût marginal? Et donc, dans les hôpitaux, la question autour du temps qui est consacré aux patients est une question qui est posée sur la question du coût marginal. Et c'est pour cela qu'effectivement, les économistes, les directeurs d'hôpitaux, pour ne pas esquiver le débat, le système en général, essayent de faire des économies sur le coût marginal et donc sur notamment le temps consacré par les aides-soignantes ou par les infirmières. Ce qui pose donc un deuxième débat. Je suis directeur général de la PHM et aujourd'hui, je suis confronté à une difficulté qui est d'attirer vers les métiers de la santé des jeunes, infirmiers, infirmières, médecins, et de les garder à l'hôpital. Et je sais que l'un des sujets, c'est le débat qu'on vient d'avoir. C'est le sens qu'il y a dans le travail et le fait qu'un certain nombre de soignants, quel que soit leur métier, disent « le métier m'aurait passionné, mais comme ça, je ne le veux plus ». Et comme ça, je ne le veux plus parce que justement, vous ne quantifiez pas le temps que je passe auprès du malade et donc, vous ne me donnez pas assez de temps pour faire ça. Et la seule chose qui compte, ce sont les actes. Alors, ça peut poser deux débats. Le premier, ben chiche, quantifions-le. Et finalement, la réponse à votre interrogation serait peut-être demain de dire aux aides-soignantes, aux infirmiers, infirmières, médecins, eh bien à la fin de chacune des journées, vous remplissez un tableau et vous dites combien de temps vous avez consacré avec chaque malade. Et avec ça, on sait additionner les tableaux jour par jour et à la fin de l'année. Et à la fin, on est capable, sur le plan économique, de donner un coût à ce temps-là et peut-être d'ailleurs de mieux le financer. Je suis un peu tenté de faire ça parce que quand je vais dans les services de soins, je me rends compte qu'en fait, je pense que beaucoup de soignants passent plus de temps avec les patients qu'ils ne le pensent ou qu'ils ne le disent. Et puis, sitôt que je suis tenté de le faire, je me dis non, surtout pas. N'allons pas pousser le système jusqu'à l'absurde qui consiste non seulement à compter les scanners un par un, mais à compter à la minute le temps que chacun va consacrer à un malade. Parce que là, je me dis que le seul fait de quantifier, et ça renvoie à votre remarque, professeur Sicard, le seul fait de quantifier va faire perdre l'ultime valeur de ce temps consacré avec le malade. Et finalement, si le temps que vous consacrez, beaucoup d'entre vous êtes soignants ou l'avez été, si le temps que vous consacrez au malade a tant de valeur, c'est peut-être justement parce qu'il n'est pas quantifié, parce qu'il ne rentre pas dans un tableur Excel et parce qu'à la fin de la journée, on ne vous demande pas si vous avez passé 10, 12 ou 17 minutes avec le patient, on considère que ça va sans se dire. Oui, mais on est dans une contradiction. À force de dire que ça va sans se dire, on ne le quantifie pas. Comme on ne le quantifie pas, les économistes ne le voient pas. Comme les économistes ne le voient pas, l'assurance maladie ne le reconnaît pas. Et comme elle ne le reconnaît pas, elle a du mal à le financer. Et donc, on fait des économies sur le personnel dans les hôpitaux parce que le coût marginal d'un médecin, d'une infirmière, d'une aide-soignante, etc., est un coût marginal qui est égal au coût moyen. Voilà, en guise peut-être d'une prochaine discussion qu'on pourra avoir sur les enjeux éthiques des choix économiques que nous faisons à l'intérieur de l'hôpital. Mais j'insiste, ce n'est pas parce que nous ne saurions pas quantifier ce temps-là que nous sommes dans l'impasse, c'est parce que si nous le quantifions, peut-être que nous lui ferions perdre l'ultime valeur qui lui reste, qui est de ne pas être quantifié. Grand merci au directeur. Et puis, je crois que l'heure est venue de quitter la salle. Et je voudrais qu'on applaudisse très chaleureusement le professeur Sicard. Vous nous avez vraiment captivé par une conférence qui fait honneur à l'humanisme médical. Mais je crois que nous n'avons pas tout à fait terminé la journée. Je vais donner la parole peut-être pour un petit mot à propos du cinéma. Je crois que ça a été dit en début de conférence par le directeur général. Nous pouvons, si nous avons le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 20h aux Variétés pour un cinétique, pour le film, sur le film Être.
Alors, peut-être que je vais... voilà, moi, je n'ai pas eu le plaisir encore de le voir, alors je ne voudrais pas me tromper sur voilà, les rendez-vous 20h aux variétés, à côté. On m'a demandé François Crémieux m'avait demandé de proposer un film. Alors, des films qui parlent de la médecine, il y en a des centaines, voire des milliers. Mais j'ai trouvé que ce film avait cette capacité de toucher la médecine de façon très juste, très discrète et en même temps très profond. En 2 mots, Alain Cavalier est un grand cinéaste, 91 ans, qui a été un des très rares cinéastes à affronter la mort en direct. Il a filmé la mort de sa femme, il a filmé la mort de sa mère, il a filmé la mort de son père. Peu de cinéastes, alors on peut dire que c'est très étrange cette volonté de filmer la fin de vie et la mort. Et toujours est-il qu'il y a 4 ans, il était très intéressé par le destin d'Emmanuelle Bernheim, qui était une femme, 50aine d'années, qui avait accompagné son père atteint d'une paralysie du cerveau, enfin, du côté droit, en Suisse, pour subir un suicide dit assisté. Et donc, elle avait accompagné son père et elle l'avait laissé à la frontière en disant « Moi, je ne suis pas là ». Et elle l'avait laissé seule et elle avait écrit un livre qui s'appelle « Tout s'est bien passé ». Tout s'est bien passé, ça veut dire, bon, il a eu le destin qu'il voulait. Et donc, Alain Cavalier était très fasciné par ce livre et avait dit, on va en faire un film. Moi, je vais jouer le rôle de ton ou votre, je ne sais pas, père, et vous allez jouer le rôle de la fille tel que vous l'avez incarné. Et le film commence avec une certaine, presque jubilation du jeu sur la mort, comment on peut parler de la mort entre une fille et son père, joué par le réalisateur Alain Cavalier. Et puis au bout de quelques mois, le drame survient, cette femme a un cancer du sein et elle va mourir en quelques mois. Et brutalement, on passe d'un film qui parle avec une certaine légèreté, interrogation sur ce qu'on appelle l'assistance au suicide, à la mort qui arrive de façon brutale, réelle, et qui s'invite dans la vie. J'ai toujours été frappé de voir l'abondance des discours sur la mort des autres, sur la mort de ses parents, sur la mort de ses enfants quand ça arrive dramatiquement, enfin bref, quand il y a... mais on en parle toujours philosophiquement, on en parle des droits, de mourir dans la dignité, etc. Il y a toute une rhétorique qui fait que la mort, elle est lointaine, on en parle, mais quand la mort arrive, très concrètement, pour soi, ou pour les gens qu'on aime, et qu'elle est là, présente, la camarde, comme on dit, à ce moment-là, on s'aperçoit que la philosophie, le discours, perd de son sens, et cet invité de la dernière heure, qui est la mort, me paraît être dans ce film une interrogation sur le passage du discours sur la mort à la mort quand elle vous touche de près. Et je trouve que ce film est assez rare dans cette capacité. On peut l'aimer, ce film, on peut le détester, mais je trouve qu'il était intéressant dans la réflexion. C'est pour ça que je l'ai proposé.